Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter cette chose que j'ai reçue il y a très peu de temps qui est une station d'accueil pour disque dur Serialata en USB 3. Cette station d'accueil a quelques petites options supplémentaires qu'il n'y a pas habituellement dans les autres stations d'accueil, notamment par exemple elle fonctionne en USB 3, elle fait les disques durs de plus de 4 Go, enfin de 4 Teraoctets je veux dire, et bon ça ils le font pas tous, mais ils sont quand même assez nombreux à le faire. Par contre, elle est compatible avec le nouveau protocole UASP qui est en gros le SCSI par USB. Pour ceux qui sont assez techniquement avancés pour comprendre ce que ça veut dire en gros que cette machine parle en USB un nouveau protocole autre que le mass storage, qui est le protocole qu'il y a eu à partir de l'USB 1 pour communiquer, pour vous voyez, pour la communication des trucs qui peuvent stocker des données par USB, c'est-à-dire en gros les disques durs, les clés USB, etc. Elles ont un protocole qui s'appelle Mass Storage. Ça, c'est un nouveau protocole, l'UASP, donc c'est le SCSI par USB, ce qui fait que en gros, les disques durs parlent le même langage que s'ils étaient connectés en Serialata via l'USB, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, il y a moins de, comment dire, il y a moins de latence, étant donné qu'il n'y a pas une petite puce qui fait comment dire, merde, j'arrive pas à trouver mes mots dans cette vidéo, c'est bizarre. En tout cas, vous voyez un petit peu l'idée, il y a un truc qui transforme le Serialata en USB, vous voyez un peu l'idée, et ce n'est pas du tout le même protocole entre les deux. Donc, du coup, en utilisant un protocole qui se rapproche beaucoup du protocole natif d'un disque dur, eh bien vous pouvez avoir de bien meilleures latences en utilisant ce nouveau protocole, car il y a beaucoup moins de transformation du signal, quoi, en gros, à faire à l'intérieur du truc. Donc, cette transformation, en gros, pose aucun problème pour les disques durs à plateau ou ce genre de truc. Par contre, pour les SSD notamment, eh bien, on commence à atteindre de sacrées limites, et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce protocole-là. Ce protocole permet de faire en sorte que l'on puisse avoir accès à des latences similaires à ce que l'on pourrait avoir avec un SSD en Serialata. Alors cette chose là coûte à peu près 28 €, frais de port compris, sur Amazon, donc c'est vraiment un prix tout à fait honnête, surtout pour quelque chose qui essaye d'inaugurer des nouveaux protocoles que l'on ne voit pas pour l'instant dans beaucoup de périphériques. Vous pouvez aussi trouver pas une station d'accueil, mais un boîtier pour accueillir un disque dur, vous savez, 2,5 pouces, qui coûte moins cher et qui a exactement les mêmes caractéristiques. Donc, vous pouvez, ça coûte moins cher, ça coûte, je crois, 10 € de moins. Donc, ça coûte pas trop cher, quoi, dans les 20 € pour un bon boîtier avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles fonctionnalités. Franchement, je pense que c'est un prix tout à fait convenable. Donc, USB 3, encore une fois, je vous le répète, parce que ce nouveau protocole est apparu avec l'USB 3, même s'il est il pourrait être rétrocompatible USB 2. Comme vous voyez, nous avons un système qui fait qu'il n'a pas deux trappes, une pour les disques durs de 5 pouces et un pour les disques durs 3,5 pouces. Je trouve personnellement que c'est mieux comme ça. Ça prend moins de place et en plus de ça, comme de toute façon souvent sur ces stations d'accueil on peut pas connecter les deux disques à la fois, et bien ça change rien. Ça fonctionne avec une alimentation externe bien entendu, et nous avons un câble USB 3 bien entendu pour pouvoir s'en servir à son plein potentiel, rétrocompatible USB 2 et USB 1 bien entendu. Qu'est-ce que nous avons sous cette petite trappe? Je suis étonné par la présence de ce truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça se soulève. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah, ne serait-ce pas un truc qu'on appuie dessus pour faire ressortir le disque dur? Oui, il y a de grandes possibilités. Nous avons un petit bouton power sur le devant. Ah tiens, un bouton power de position. Ah bah tiens, un vrai bouton power qui coupe carrément le courant. Donc voilà, alors c'est piano black comme on dit, c'est-à-dire c'est noir qui retient les empreintes. C'est voilà, il y aura des fans et il y aura des non-fans. Bien entendu c'est fait en Chine comme tout, etc. etc. Donc vous voyez un peu le design de cette chose, hein, c'est plutôt sympathique, j'espère que la difficulté d'y voir ne vous gêne pas trop, parce que vous voyez c'est du noir très réfléchissant, donc du coup ça passe la caméra en mode plus sombre, donc vous ne voyez pas très bien les reliefs de cette chose, mais en tout cas voilà, c'est tout à fait convenable. Ça ressemble un peu à un design des disques durs externes Western Digital il y a un bon moment, c'est-à-dire comment ils s'appelaient déjà, oh je sais plus, les MyBook, voilà c'est ça. Les premiers MyBook ressemblaient un peu à ça, mais en beaucoup plus haut bien entendu, parce qu'il y avait un disque dur là-dedans. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans la boîte? Alors, on peut ouvrir ça comme ça. Ouh. Il y a besoin d'enlever aussi ça, purée.
Voilà, ok, ok. Ah, on va y arriver, voilà. Alors maintenant, on soulève ce petit machin. Et nous avons... Ouh là là, nous avons un câble USB 3, je suppose, oui, bien entendu. Et nous avons le bloc d'alimentation. Oh, bien lourd, bien gros, bien comme il faut. Alors là, oui, il n'y aura pas de problème, à mon avis, de panne à propos de ce bloc d'alimentation. Purée, mais il est gigantesque, il fait quoi? 12 volts pour 2 ampères. Ah oui, c'est pas mal, ouais, c'est un bon gros bloc. Je crois qu'il n'y aura aucune difficulté d'alimenter, ne serait-ce que... Enfin, un disque dur de 5 pouces, bien sûr, même les disques durs de 5 pouces, mais surtout même les disques durs 10 000 tours minute qui auront du mal à... Parce que, bon, je veux dire, les disques durs avec le plus grand nombre de tours minute, genre les Raptors ou ce genre de trucs, vous aurez beaucoup de mal à les faire fonctionner dans certains périphériques externes, étant donné qu'ils tirent énormément d'électricité à l'allumage. Je crois que là, il n'y aura pas de problème, là. Nous avons aussi ces petites choses, je ne sais pas trop ce que c'est un dépliant en allemand. Ah non, il y a aussi de l'anglais. Bon, ben c'est sympatoche. Je ne sais pas ce que ça contient, je ne l'ai pas lu pour l'instant. Nous avons aussi une petite notice qui elle-même est elle aussi seulement en anglais, comme vous pouvez le voir, et peut-être en allemand de l'autre côté. Ah non, pas cette fois-ci. Donc nous avons rien de... Bon, de toute façon, c'est pas sorcier à faire fonctionner. Essayons de brancher un disque dur. Alors ne nous trompons pas de sens, oui, c'est bien celui-là. Hop. Voilà. Ensuite... je pense pas que ce soit branché. Si, c'est branché. Non, il y a... Je sais pas, ça m'avait l'air de rentrer bien trop facilement. Bon, bah si, c'est peut-être branché en finale. Bah purée, celui-là, il force pas comme dock. Bah non, ça a l'air d'être bien mis, hein. Donc voilà, et ce bouton sert bien, en effet, pour le faire sortir. Alors, je pense qu'il était connecté dedans, et ça... Ah bah oui, il est forcément connecté dedans, ça remonte pas plus que ça quand on appuie sur le butoir, donc ouais, il était vachement facile à mettre. Maintenant on va essayer avec un disque dur Serialata donc de 5 pouces. Ça gêne pas du tout le fait que ce soit une trappe et non pas que l'on ait un guide complet. Au contraire, vu que ça rentre comme dans du beurre, hein, j'ai envie de dire, eh bien il n'y a absolument aucun problème. Purée, ça rentre beaucoup plus facilement que dans un GoFlex, notamment par exemple de chez Seagate, qui sont leurs bases Serialata, leur base USB 3, ou je veux dire externe. Enfin bon, ce sont des sortes de systèmes qui s'emboîtent aussi avec un port Serialata au bout. Même si ça contient une boîte assez spéciale, ça rentre pas aussi facilement que ça. Regardez, là c'est directement, c'est mis tout de suite, quoi. C'est même pas besoin d'appuyer, rien du tout. C'est particulièrement excellent. Le contact, j'espère qu'il se fait suffisamment bien, mais logiquement oui. En tout cas, il n'y a plus qu'à tester les performances de cette chose et je vous retrouve donc tout de suite. Et me revoilà après avoir testé ce dock pendant à peu près une semaine. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec ce dock? Vous allez voir ça un peu plus tard, mais je vous ai fait une série de benchmarks, etc. pour voir ce que ça donne. Mais déjà, faisons un petit point sur les accessoires qui sont donnés avec. Alors déjà, vous avez ce chargeur. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce chargeur? Enfin, ce que j'appelle accessoires, bien entendu, ce sont des trucs obligatoires, hein, de toute façon. Mais en tout cas, ils nous ont pas grugé sur la qualité, étant donné que là, nous avons une alimentation qui est notée comme étant classe 5. C'est un 5 en chiffre romain, hein, bien entendu, c'est pas classe V, hein. Vous verrez ça si vous voyez plusieurs alimentations, vous verrez qu'il y a en gros 1, 2, 3, 4, 5, etc. qui sont marqués dessus. Classe 5, il me semble que c'est la classe la plus haute actuelle, à moins que ce soit la classe 6, je sais pas si elle existe. Et ça veut dire en gros que le rendement de cette chose est vraiment plutôt pas mal. Logiquement, vous aurez dans les 70 à 80% de rendement, ce qui est plutôt convenable. Enfin, c'est même plus que convenable, parce que habituellement, vous pouvez voir dans beaucoup de produits des classes 3 et des classes 4 qui sont donnés avec, qui eux ont un rendement entre 50 et 70. Donc c'est vraiment pas du tout du même genre, quoi. Ensuite, le deuxième truc donné avec, c'est le câble USB. Alors, il est pas très long, par contre, au niveau du diamètre, j'avais jamais vu un diamètre aussi large et un câble aussi rigide depuis les bons gros câbles réseau, par exemple, mais aussi pour un câble qui est pour un périphérique de genre et non pas pour relier un PC au réseau. J'avais jamais vu ça depuis, notamment les imprimantes, vous savez, les vieilles imprimantes avec les câbles parallèles ou ce genre de truc. Franchement, là, c'est vraiment du câble. On voit que ils ont mis ce qu'il fallait de cuivre dedans pour que ça fonctionne bien, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les premiers périphériques USB 3, et peut-être encore certains pas chers qu'ils ont bradés pour cette raison peut-être, donc que vous pouvez encore trouver,
sont donnés avec des câbles USB qui ne sont pas conformes avec l'USB 3. C'est-à-dire, en gros, vous avez un truc USB 3, mais le câble en lui-même a un diamètre trop fin, etc. Et le contrôleur USB 3 à l'autre bout vous dit « Ah bah non, hein, je refuse de fonctionner en USB 3, on vous a grugé sur le câble. » Enfin, ce genre de truc. Et ça c'est vraiment bête de se retrouver avec des problèmes de genre, des fois, avec des trucs qui fonctionnent en fin de compte parfaitement bien, mais ils te foutent un câble de merde. Et bah là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Déjà, ça justifie le fait que ce produit-là soit par rapport à un autre dock USB 3, soit quelques euros plus cher, vous aurez pas à racheter le câble, vous aurez pas à racheter la lime. Déjà, ce genre de truc, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, parce que une alimentation de merde qui serait donnée avec un truc comme ça serait une alimentation qu'on change au bout de 2 ans. Là, celle-là, comme vous le voyez, elle est plutôt volumineuse, elle est plutôt lourde aussi. Franchement, on voit qu'il y a la place pour que ça se refroidisse déjà là-dedans, parce que c'est pas non plus une masse de plomb, il y a quand même de l'espace entre les composants là-dedans. Et en plus de ça, classe 5, comme je vous l'ai dit, un très bon rendement, donc du coup elle chauffe pas tant que ça, en fin de compte elle chauffe même pas du tout, et ça c'est vraiment pas mal. Par contre, donc on va revenir à ce qui est vraiment important là-dedans, même si les accessoires, comme je vous l'ai dit, ne sont pas non plus à négliger. Vous savez, ce genre de choses sont en USB 3, donc c'est très difficile de saturer le débit. Vous savez, l'USB 3 peut aller en théorie, parce que c'est vraiment que de la théorie, jusqu'à 500 MO par seconde. En pratique, c'est plutôt 400, et en pratique actuelle, c'est-à-dire avec les contrôleurs USB 3 qu'on a actuellement et les périphériques USB 3 qu'on a actuellement, en réalité, on est plutôt dans les 300 MO par seconde, exactement comme l'USB 2 est plutôt dans les 30 MO par seconde, alors que théoriquement, il devrait aller jusqu'à 50, et que les meilleurs contrôleurs USB et les meilleurs périphériques USB que vous pouvez trouver ne vont pas au-delà de 40 MO par seconde, c'est vraiment le maximum que vous pouvez trouver. Donc comme vous le voyez, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, et donc je me suis dit 300 MO par seconde, rien que ça c'est pas possible avec un disque dur à plateau. Donc si on a envie de saturer ça, on va utiliser des SSD. Alors j'en ai testé 2, un SanDisk et un Kingston, parce que j'ai vu qu'on atteignait une sorte de palier avec le SanDisk qui est, bon, ce n'est pas non plus le plus bas de gamme de chez SanDisk, mais sincèrement je préférerais presque le plus bas de gamme de chez SanDisk, parce que le Ultra Plus il est pas non plus extravagant au niveau des performances, donc payer plus cher que le basique de SanDisk pour un Ultra Plus au final ne vous fera pas gagner beaucoup plus de performance. Et de l'autre côté, un Kingston, un Kingston lui aussi la gamme la plus bas de gamme, qui a des performances un peu plus hautes, et c'est bien pour ça que j'ai essayé ensuite avec celui-là, pour voir si mes 300 MO par seconde maximum venaient du SSD ou si ça venait du périphérique. Et donc nous allons voir que ça venait en grande partie du périphérique. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai malgré tout commencé les benchmarks avec des disques durs à plateau, que l'on peut avoir à peu près partout. Donc, premier test, c'est un disque dur à plateau du style ordinateur portable, vous voyez, 2,5 pouces, etc., les petits. Et celui-là a la particularité d'être particulièrement lent. Il fait partie des premiers Serialata, les premiers disques durs 2,5 pouces Serialata. Et donc, du coup, il est vraiment avec des lenteurs pas possibles. Et donc du coup il paraît être un bon choix pour vous montrer le pire que vous pouvez utiliser comme disque dur. Donc comme vous le voyez, son débit, vous voyez il y a un graphique qui commence et qui baisse, etc. Parce qu'il faut savoir que la fin d'un disque dur à plateau est plus lente que le début du disque dur à plateau. Donc comme vous le voyez, on commence avec des vitesses qui vont environ, comme vous pouvez le remarquer, dans les 36 MO par seconde, etc. Et ensuite, ça dégringole comme pas possible. Ensuite, au niveau des temps d'accès, c'est-à-dire des latences, vous voyez qu'il fait 16,19 millisecondes. Donc c'est largement au-dessus des latences de l'USB 2. Donc oui, j'ai oublié de préciser qu'on commence par l'USB 2, donc. Et comme vous le voyez, donc du coup, pas de miracle, etc. On va pas plus vite que la vitesse où va le disque dur. Malgré tout, le disque dur, comme vous le voyez, n'est pas forcément bridé par le fait que ce soit de l'USB 2, parce que le débit baisse en dessous de la vitesse de l'USB 2 à la fin. Comme vous pouvez le voir, on descend jusqu'à 28 MO par seconde. Non, même 24, ce qui veut dire en gros que bon ben là on ne sature même pas l'USB 2. Passons le même disque dur en USB 3, et là nous pouvons voir que au début, dans les débits, le début du disque dur, qui est le plus rapide du disque dur, comme je vous l'ai dit, était bridé par l'USB 2, donc vous voyez qu'on augmente, là on est à peu près, enfin on est même pas à peu près, on est exactement à la même vitesse que si on avait mis le disque dur en interne.
ça veut dire que ça serait exactement identique, hein. On gagnerait rien à le mettre en interne plutôt que de le mettre en USB. Les latences sont aux latences réelles du disque dur s'il était relié en Serial ATA, etc., etc. Alors nous sommes maintenant à un disque dur Seagate 3,5 pouces qui représente des disques durs 2 Teraoctets que vous pouvez trouver de nos jours à des prix vraiment pas trop chers, hein. C'est pas les hauts de gamme, c'est 82 €, vous avez 2 Teraoctets, un disque dur tout à fait basique du coup. Comme vous le voyez ici, nous n'avons pas ce qui se passe, c'est-à-dire la dégringolade petit à petit, plus on va vers l'arrière, vers la fin du disque dur en gros. Donc ce qui veut dire qu'en gros là l'USB 2 le bride complètement. Mais vous pouvez voir malgré tout qu'on a une moyenne de vitesse de lecture de 37,4 MO par seconde, ce qui est extrêmement haut pour de l'USB 2, ce qui veut dire qu'en gros ce dock est très bien optimisé pour l'USB 2. Vous voyez aussi que la moyenne des temps d'accès est de 19,93 millisecondes, c'est normal, hein, il faut que la tête passe d'un côté à l'autre d'un plateau gigantesque pour un disque dur 3,5 pouces, donc c'est normal que les latences soient aussi hautes. Alors maintenant le même benchmark mais en USB 3 et vous pouvez voir que là on atteint les vitesses maximum de ce disque dur. Encore une fois les mêmes que celles qu'on aurait si le disque dur était en interne. Les latences, c'est-à-dire le temps d'accès encore une fois sur ce benchmark, montre que l'USB 2 ou l'USB 3 n'améliore pas vraiment les latences, vu qu'on doit être largement au-dessus des latences de l'USB 3. Alors maintenant passons au SSD, nous commençons par un SanDisk. Là vous voyez à quoi il ressemble en Serial ATA. Les temps d'accès sont de 0,04 millisecondes, ce qui est microscopique, et ce qui veut dire qu'en gros les latences sont vraiment très bonnes. Ensuite vous voyez qu'en écriture il va à 137,8 MO par seconde, c'est pas hyper rapide, mais c'est la vitesse normale de ce SSD, hein, il ira pas plus vite. Ensuite en lecture, vous voyez environ 440 MO par seconde. Parfait, c'est exactement ce que l'on attendait de ce SSD, etc. Maintenant, voyons ce qu'il fait mis derrière un contrôleur USB. Donc en USB 3, comme vous le voyez, nous avons une vitesse en écriture de 138 MO par seconde, ce qui est conforme à ce que l'on avait en Serial ATA. Les temps d'accès sont plus hauts, par contre, ils sont pas à 0,04, mais comme vous voyez, ils sont à 0,16, ce qui est malgré tout extrêmement rapide. Par contre, on peut quand même se rendre compte qu'on est limité par le contrôleur USB, bien entendu, qui lui n'arrivera jamais à descendre en dessous de ces latences-là, mais comme vous voyez, c'est malgré tout extrêmement bon. Ce qui veut dire que ce périphérique USB 3 est extrêmement bien optimisé, parce qu'on peut, on a beaucoup de trucs, vous mettez un SSD dedans, ça n'ira pas à des latences aussi faibles, hein. Là vraiment on est à des latences qui sont dignes de certains SSD. Certains SSD ont des latences de ce genre-là, ou même des latences parfois plus hautes en temps normal. Donc ça veut dire en gros que le contrôleur USB 3 de l'autre côté ne bride pas ce type de SSD, mais ce SSD-là par contre en particulier, celui-là en particulier, est légèrement bridé au niveau de ses latences, mais pas de manière significative, de telle manière que vous verrez une différence. Par contre, vous voyez que en lecture, par contre, nous avons un bridage certain. Nous sommes qu'à 250 MO par seconde, ce qui est, comme je vous le disais encore une fois, hein, c'est normal, l'USB 3 est récent, etc. Les latences n'ont pas été encore... Enfin, les latences dans le protocole, et non pas les latences du débit qui en résultent, mais les latences directement dans le protocole ont encore pas mal de choses à faire, et le débit maxi soutenu quoi est que à comme vous voyez 250 MO par seconde, mais j'ai particulièrement eu envie de voir ce que ça donnait avec un autre SSD, donc nous verrons plus tard ce que ça donne avec un autre SSD. Mais par contre déjà, voyons ce que le protocole UAS, qui est l'UASP comme ils disent, donc avec ce deuxième protocole, comme vous pouvez le voir, les latences sont plus faibles. Nous sommes à 0,11 millisecondes et non pas 0,16. Encore une fois, ce n'est pas significatif. Au niveau du débit en écriture, c'est exactement le même parce que nous sommes limités par le SSD. Après, en lecture, comme vous le voyez en moyenne, nous avons des pics qui sont plus hauts, mais en moyenne, nous sommes plus bas. Ce qui me ferait dire que ce SSD a en interne des latences qui l'empêchent d'être utilisé à son plein potentiel, et comme elles sont pas synchrones avec les latences de l'USB en lui-même, on gâche du potentiel de bande passante maximum à cause de ça. Et donc du coup, vous voyez que nous ne sommes pas dans une situation où l'UAS est en train de nous faire gagner des performances, mais en moyenne elles nous font perdre des performances. Donc pourquoi cette raison-là, pourquoi c'est ce résultat-là, je veux dire, eh bien à mon avis c'est tout simplement parce que l'UAS c'est un protocole qui est encore très jeune, et malgré qu'il est plus simple que le protocole
d'avant, c'est-à-dire le mass storage, eh bien le protocole d'avant lui a été optimisé aux petits oignons, surtout que là je teste sous Linux, et sous Linux il a été optimisé, mais alors un truc de malade, parce qu'il faut savoir que l'USB il faut que ça aille vite hein, sous Linux, c'est indispensable, notamment pour l'utilisation sous Android ou ce genre de truc. Et donc là vous voyez que nous savons tout simplement un cas de figure qui nous montre que le protocole est encore jeune. Alors je ne dis pas que ce protocole n'est pas l'avenir, parce qu'au contraire c'est vraiment le cas. Malgré tout, je ne sais pas si en gros ce protocole va être avantageux avant un bon moment, parce que pour l'instant, il a fallu du temps pour amener l'USB où il en est, hein. Il a fallu aussi saturer la bande passante de l'USB 2 pour que les gens, que les développeurs se mettent à faire en sorte que l'USB 2 soit optimisé. Pour information, pour l'instant, l'USB 3 n'est jamais saturé à part dans le cas d'un SSD en USB. Donc il n'y a pas encore de grosses raisons d'optimiser l'USB 3 et encore moins d'optimiser l'UAS. Donc on se retrouve avec, comme vous le voyez, un fonctionnement non optimal, disons. Mais à l'avenir, d'ici 5 ans, je pense que ça peut justifier de faire attention à ce que ce protocole soit à l'intérieur d'un périphérique. Bon, par contre, avec Windows et macOS, je ne suis pas certain que l'USB mass storage en tout cas soit autant optimisé, donc peut-être que le support de l'UAS permet de gagner un petit peu plus que ça, parce que là c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. On peut se dire quand même que là pour l'instant on a des résultats qui sont très similaires au mass storage, moins de latence mais aussi moins de débit, donc du coup ça se compense. Alors cette fois-ci un SSD Kingston en USB 3, encore une fois, c'est-à-dire sans l'UAS. Je testerai pas l'UAS avec celui-là parce que j'ai vu que ça revenait exactement au même, c'était exactement la même conclusion. Donc enfin je veux dire je l'ai testé mais je ne vous le montre pas. Donc comme vous le voyez, le débit est plus haut, le débit en écriture aussi, car ce SSD est beaucoup plus rapide en écriture que l'autre. On sature aussi bien le débit en écriture qu'en lecture parce qu'ils sont vraiment très similaires. Et au niveau des temps d'accès, 0,15, c'est exactement le même topo comme vous pouvez le remarquer. C'est-à-dire qu'en gros, on sature au niveau du débit les latences de l'USB 3. Donc là, on a un cas de figure parfait qui nous montre que l'on est en train de, aussi bien au niveau des latences qu'au niveau du débit, saturer l'USB 3. On pourrait peut-être avoir mieux en UAS quand ce sera, à mon avis, quand ce sera optimisé. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc regardons par contre en USB 2. Ce que donne ce SSD pour voir ce que ça donne au niveau des latences. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du débit, là on sature l'USB 2, hein, bien entendu, mais comme vous avez vu, on pouvait saturer le débit de l'USB 2 même avec un vulgaire disque dur à plateau très mauvais. Ensuite au niveau des latences, par contre, vous pouvez voir que nous sommes largement plus haut qu'en USB 3. Malgré tout, ça reste tout à fait... enfin comme vous voyez, c'est pas handicapant, quoi. Les latences vont pas vraiment vous handicaper du tout. Ça sert que si vous allez enregistrer sur le disque dur des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tout petits fichiers, et malgré tout, comme vous pouvez le voir, entre un disque dur à plateau et un SSD, malgré que nous sommes en une USB 2, il y a quand même un avantage au SSD dans ce cas de figure. Et voilà, c'est fini pour mes petits benchmarks et pour mon test par la même occasion de ce dock USB. Donc comme vous le voyez, au niveau des latences, il est très bon. Au niveau des débits, il sature l'USB 2 et même il va plus loin que ça, il le pousse dans ses derniers retranchements. J'ai jamais vu un truc monter aussi haut au-dessus de 30 MO par seconde. Comme je vous l'ai dit, 30 MO par seconde, c'est très rare de passer au-dessus de ça avec un périphérique USB 2, hein. Vraiment, ça veut dire que le contrôleur à l'intérieur de ce truc-là est très bien optimisé. Ensuite, en USB 3, comme vous le voyez, l'UAS pour l'instant n'est pas capable de vraiment, à part au niveau des latences, et encore, c'est pas significatif, n'est pas encore capable de surpasser le protocole d'avant. Donc le fait qu'il supporte l'UAS n'est pour l'instant pas si important que ça. Par contre, à l'avenir, il y a de grandes chances que ce soit important. Mais pour l'instant, comme je le disais encore une fois, le mass storage fait exactement son boulot, il le fait parfaitement bien, et nous sommes à des niveaux qui sont, comme vous l'avez vu avec le SSD Kingston, nous sommes très proches de 300 MO par seconde. Et pour information, 300 MO par seconde, c'est plus ou moins la limite réelle qu'a un périphérique en gros en USB 3. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les contrôleurs à l'intérieur de ces boîtiers et même les contrôleurs à l'intérieur des cartes mères USB 3 ne sont pas encore aussi bien optimisés que tout ce qui a été optimisé pour l'USB 2. Donc du coup,
il va y avoir encore besoin de pas mal de recherche et développement, sûrement encore 5 ans, pour arriver à un tel niveau qui nous permettra de pousser cette interface largement au-dessus des 300 MO par seconde, jusqu'à atteindre, comme vous l'avez vu, on était passé de 30 MO par seconde, et on est passé à 37 MO par seconde. Il y a de grandes chances que l'on se rapprochera de la même façon des 400 MO par seconde avec l'USB 3 à l'avenir. Pour l'instant, nous avons quand même ce qui se fait, à mon avis, de plus ou moins de mieux en termes de dock USB ou tout simplement de boîtiers externes, parce que la même marque fait des boîtiers externes qui sont basés sur les mêmes puces en interne. Donc bon, voilà, si le principe du dock, c'est vraiment fait pour les bidouilleurs, comme je vous l'ai dit, qui mettent des trucs très souvent de manière temporaire, etc., etc. Mais par contre, si vous avez envie de mettre de manière totalement permanente un disque dur en externe, à mon avis, vous pouvez acheter les boîtiers de cette marque, ils bénéficient exactement du même traitement, donc c'est parfait. Ensuite, un autre truc, c'est comme vous l'avez vu, pour un disque dur à plateau, jusqu'à 4 Teraoctets, il y a marqué sur la boîte, donc il n'y a pas de raison d'en douter. En tout cas, au moins jusqu'à 4 Teraoctets, parce que ça se trouve, il fera plus de 4 Teraoctets quand les périphériques sont sortis, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment fondamentalement une différence entre 4 Teraoctets et plus de 4 Teraoctets quand les disques durs de plus de Teraoctets seront sortis. Mais enfin bon, bref, ce que je veux dire, c'est que donc, ce périphérique-là est suffisant, mais largement même. Il est, à mon avis, il sera bon pour les disques durs à plateau jusqu'à ce que les disques durs à plateau arrivent jusqu'à 300 MO par seconde en lecture, quoi. Et comme vous voyez, ils en sont vraiment encore très loin. Mon meilleur disque dur à plateau pour l'instant fait du 160 MO par seconde en lecture et environ 140 en écriture. Comme vous avez vu, on peut aller jusqu'à presque 300 en lecture et presque 300 en écriture. Minimum 250, donc comme vous le voyez, on est très très loin encore une fois de le saturer. Malgré tout, pour un SSD, l'USB 3 lui-même, c'est pas le boîtier en lui-même, mais l'USB 3 en lui-même n'est pas suffisant. Le seul truc que je regrette donc là-dessus, et c'est vraiment un truc que je regrette parce que ça permettrait d'utiliser les SSD à leur plein potentiel, ce serait ici, parce que c'est très simple à faire. Vous voyez, il suffit juste vous voyez le port Serial ATA, il suffit juste de le reprendre et pin par pin, exactement à l'identique, le calquer sur un port external Serial ATA qui passerait outre toute l'électronique qui est à l'intérieur de cette machine et qui permettrait donc de pouvoir brancher le disque dur qui se trouve là-dessus, qui soit un disque dur à plateau ou un SSD, directement en Serial ATA à une carte mère qui serait compatible external Serial ATA, ou même si votre carte mère ne l'est pas, si elle a du Serial ATA en interne, c'est très facile d'acheter un truc qui vous permet de mettre de l'external Serial ATA, de mettre un truc en façade ou de mettre un truc à l'arrière, qui permettent d'accéder, enfin de permettre d'ajouter de l'external Serial ATA à un ordinateur qui n'en a pas. Et donc ça permettrait d'outrepasser complètement le problème de débit, etc. que l'on peut avoir avec un SSD très rapide. Malgré tout, encore une fois, pour un SSD bas de gamme, un truc basique, quoi, un SSD, vous voyez, les moins chers que j'ai pu trouver, c'est-à-dire ceux que je vous ai montrés, eh bien, on ne les limite pas suffisamment, quoi. On n'est pas à un tel niveau de différence entre leur réelle vitesse, surtout en écriture, et leur vitesse après l'avoir mis là-dedans, pour que ça fasse vraiment une différence substantielle. Malgré tout, pour l'avenir, ça aurait été bien d'avoir un external Serial ATA, comme je vous l'ai dit. Ça aurait permis de le rendre un petit peu plus future-proof, comme on dit. Bon, c'est pas très bien, c'est pas très français. En tout cas, par contre, je vous le dis, si vous en avez rien à faire de l'external Serial ATA, ce produit est très bien foutu, franchement. Il est lourd, le plastique a l'air d'être vraiment de bonne qualité. Le connecteur lui-même, ça se voit vraiment pas, mais est bien soudé en dessous, etc. Il n'y a pas de risque de l'endommager, etc. En plus de ça, ça glisse parfaitement bien, comme je vous l'ai montré. Il y a cette petite chose qui vous fait, qui fait que c'est beaucoup plus facile à enlever. En plus de ça, enfin bon, voilà, enfin beaucoup plus facile à enlever. Ça glisse très facilement, encore une fois. Donc moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé ce truc-là. Mais si vous avez un disque dur qui force, pourquoi pas. Et ah oui, un dernier truc, c'est un vrai bouton power qui s'arrête complètement, ce qui veut dire que même si l'ordinateur a pas envie d'arrêter le disque dur avant que vous le retiriez, vous pouvez l'éteindre manuellement avec le bouton pour pouvoir ensuite le retirer, même sans avoir besoin d'éteindre l'ordinateur ou ce genre de truc. Si vous avez un truc qui a pas envie de se démonter en toute sécurité ou ce genre de conneries, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, ça c'est plutôt pratique parce que comme je vous l'ai dit, c'est un dock, donc c'est fait pour être enlevé et mis très facilement. Par contre, un truc que je regrette, même si c'est vraiment, encore une fois, complètement anecdotique, parce que étant donné que c'est un dock, ce n'est pas fait pour une utilisation genre disque dur en permanence dessus, je regrette le fait que quand le disque dur
En gros, quand on décide d'éteindre l'ordinateur, le disque dur s'éteigne pas tout seul. On est obligé d'appuyer sur le bouton, de ne pas oublier de le faire, tout simplement. Donc, ce petit défaut fait que on peut pas s'en servir vraiment comme disque dur externe. Après, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas une bonne idée et c'est pousser la malchance si vous faites ça, parce que si vous avez comme ça un disque dur qui est mis comme ça, même si ça tient relativement bien, il est quand même moins stablement posé que si c'était un vrai boîtier disque dur externe qui serait couché et non pas posé comme ça, et donc du coup vous aurez moins de chances de le faire basculer et de bousiller le disque dur si c'est un disque dur à plateau. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. En tout cas, vraiment aucun reproche à faire. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas des reproches envers le produit, hein. J'ai vraiment aucun défaut, moi, que je vois vers ça, mais plutôt ce sont vraiment des reproches que je fais plutôt envers les mauvaises utilisations qui pourraient vous passer par la tête si il vous vient de mauvaises idées. Achetez un vrai boîtier externe si vous avez envie d'utiliser en gros en externe un disque dur en permanence, quoi. Ou si c'est pour faire des sauvegardes temporaires, genre vous faites une sauvegarde, ce genre de truc, et ensuite vous rangez le disque dur, ensuite vous changez de disque dur, vous voyez, vous avez plusieurs disques durs pour faire des sauvegardes qui sont jamais touchés, ou ce genre de truc, vous avez des grosses archives ou je sais pas quoi, ça peut être extrêmement bien comme produit. Mais si c'est pour un seul disque dur externe, qui est quasiment tout le temps branché en permanence à votre ordinateur ou ce genre de truc, ou qui peut rester branché à votre disque dur pendant une très longue période de temps, à votre ordinateur, décidément j'y arriverai pas, pendant une longue période de temps, eh bien ça c'est pas le produit qu'il vous faut. Il vous faut un vrai boîtier externe où le disque dur sera de manière plus sécurisée et mieux maintenu, etc. pour que ça tienne de telle manière que ça ne bousille rien, quoi, s'il y a des chocs ou je ne sais pas quoi qui pourraient se produire. Et en plus de ça, le tout, comme je vous l'ai dit, est plus adapté, étant donné que ça s'arrêterait automatiquement ou que ce genre de truc. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter à propos de ce produit. Je pense même que j'ai vraiment été très complet, en tout cas je l'espère. Donc je vous dis salut à tous et à la